Bonjour, la sociolinguistique s'intéresse aux relations entre langue et société. Et dans nos sociétés, des langues subissent parfois de la discrimination linguistique ou de l'idéologie linguistique. Nous allons approfondir ces sujets avec notre invité. Les langues sont-elles uniquement faites pour communiquer? Sont-elles aussi des enjeux de pouvoir? Donc la sociolinguistique s'intéresse à ces questions à travers les thèmes principalement de discrimination et d'idéologie linguistique. Et pour aborder ces thèmes, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir M. Philippe Blanchet. Bonjour M. Blanchet. Bonjour. Alors nous avons la chance à l'Université de La Réunion de vous connaître parce que nous travaillons régulièrement avec vous et votre université, mais pour le grand public réunionnais qui ne vous connaîtrait pas, pourriez-vous nous dire un peu qui vous êtes? Alors qui je suis sur le plan universitaire, je suis spécialiste de sociolinguistique, enseignant-chercheur à l'université Rennes 2 en Bretagne, où j'ai fait toute ma carrière. J'étudie depuis toujours, ma thèse est déjà portée là-dessus il y a quelques décennies, les rapports entre les langues et notamment le fait qu'on prenne en compte ou qu'on rejette la pluralité des langues, c'est-à-dire soit que des gens parlent des langues différentes et certaines sont valorisées, d'autres sont minorées ou parfois même interdites, soit la pluralité, c'est-à-dire les différentes façons de parler une langue, par exemple les différentes façons de parler le français. C'est une question que je travaille sur de nombreux terrains. Alors ma thèse portait sur ma région d'origine, qui est la Provence, puisque on en parlera aussi sans doute un peu. L'un de mes premiers sujets, ça a été le provençal, qui est une langue dite régionale au contact du français. Un contact un peu comparable à celui que vous connaissez ici avec le créole réunionnais. J'ai aussi comparé avec la situation bretonne, puisque je vis et que je travaille en Bretagne. J'ai eu la chance de travailler avec vous ici depuis quelques décennies et donc de m'informer sur la situation réunionnaise et aussi de faire des comparaisons avec cette situation-là. Et puis aussi dans d'autres situations francophones du monde. J'ai beaucoup travaillé au Maghreb, par exemple. Je travaille un peu en Amérique latine. Toujours avec l'idée que plus on compare les situations, mieux on arrive à identifier les spécificités, les règles générales qui expliquent ce que vous disiez juste au début, comment ça se fait que des langues qui a priori ont les mêmes capacités parlées par des gens qu'on traite comme des gens théoriquement égaux, font l'objet de mises en inégalité, de croyances selon lesquelles certaines seraient supérieures à d'autres, certaines seraient inférieures, avec les conséquences que ça a pour les gens qui les parlent, certains étant privilégiés et d'autres étant en situation d'être minorés ou minorisés. Alors, quand on suit un peu vos travaux, on voit très bien que vous avez une sensibilité particulière concernant les langues régionales. Vous nous avez dit un petit peu, mais pouvez-vous nous dire un peu plus? On sait que vous avez beaucoup travaillé sur le statut, la revendication, les questions, juridiques concernant les langues régionales. Oui, alors pourquoi les langues dites régionales? Parce que le nom lui-même est tout à fait discutable. Je pense qu'une partie des recherches que nous menons, au moins en sciences humaines et sociales, nous les menons parce que nous nous sommes posé des questions dans nos vies d'humains, dans les sociétés, et qu'on a à un moment donné eu la possibilité d'essayer de comprendre ce qui se passe, de répondre à ces questions en utilisant des méthodes scientifiques pour produire des connaissances disons plus élaborées ou plus généralisables que nos simples expériences individuelles. Mais on part quand même aussi de nos expériences individuelles. Alors pourquoi je m'intéresse à ça? Moi je suis né dans une famille provençale, il y a maintenant un peu plus de 60 ans, dont la langue historique est le provençal, qui est une langue romane de la famille des Languedoc, vue d'ici je vous dirais qui ressemble un peu à l'italien, un peu à l'espagnol si vous voulez, hein, plus proche de l'italien et de l'espagnol que du français. Donc cette langue est la langue historique d'une partie de ma famille. Une autre partie de ma famille vient du nord de l'Italie, puisque chez nous, pendant longtemps, il n'y avait pas de frontières, et donc les gens circulaient dans cette partie du monde. Et donc il y a aussi l'apport de langues qu'on considère désormais comme des langues de l'immigration, puisque j'ai toujours baigné dans de l'italien, j'y suis resté très attaché, c'est-à-dire une langue que je parle toujours. Et puis parce que du coup, ayant grandi en Provence, je suis né à Marseille, ma famille est de la zone Marseille, Aix-en-Provence, Toulon, si vous voulez. Le français dans lequel j'ai grandi
grandi, le français que parlaient mes parents, mes grands-parents, dont c'était pas la langue première, était un français très influencé par la langue locale, ce fameux accent provençal et ces fameux mots locaux que les gens connaissent bien parce qu'ils ont été répandus notamment par le cinéma ou par des acteurs ou par des chansons ou des personnages qui font des sketchs. Et ce français-là, c'est un français qui est hors norme, c'est-à-dire que au fond, j'ai grandi dans la situation où on avait à notre disposition une langue régionale que la France rejette, une langue de l'immigration que la France essaye de faire oublier aux immigrés pour qu'ils passent au français, et une variété du français, mais ce n'était pas la bonne. Donc en gros, ayant grandi dans ce contexte où toutes les ressources linguistiques que j'avais à ma disposition, dans lesquelles j'ai grandi, que parlaient les gens autour de moi, étaient des variétés linguistiques rejetées, minorées, disons non reconnues institutionnellement, à un moment donné, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Et donc j'ai fait ma thèse sur la francisation de la Provence, comment la langue française est arrivée dans ce pays qui est devenu français assez tardivement d'ailleurs, et comment les gens ont petit à petit été contraints, parce que je pense que ça a vraiment été une contrainte, d'abandonner massivement leur langue pour passer au français, comment le mélange des langues a produit un français intermédiaire, qui est ce fameux français méridional, et quels sont les enjeux de société. Alors, qu'est-ce que ça fait aux gens de changer de langue, de perdre leur langue? Qu'est-ce que ça leur fait de ne pas être en mesure de transmettre spontanément et simplement leur langue à leurs enfants ou à leurs petits-enfants? Qu'est-ce que ça fait à la société de changer de langue de relation? Est-ce que ça crée des inégalités entre ceux dont c'est la langue première et ceux qui l'apprennent en tant que langue seconde? Et là, vous voyez qu'on commence à toucher à des questions un peu plus politiques et juridiques. Est-ce que du coup, ces gens-là ont le même statut de citoyen? Comment l'État a conduit ça? C'est-à-dire quelles mesures il a prises? Alors, il a pris des mesures qui effectivement relèvent du pôle juridique. Il y a eu des lois qui ont interdit des usages, qui ont obligé des usages. Il y a des mesures qui ont été de l'ordre de la pression politique. Il y a des mesures qui ont été de l'ordre des institutions, notamment du rôle de l'école comme appareil pour mettre en œuvre la politique linguistique de l'État français. Et puis, il y a eu la pression sociale. En face de ça, je viens d'une région où les gens ont résisté. C'est la plus ancienne revendication dite régionaliste de France est née en Provence, dès le milieu du 19e siècle, avec l'idée de la dignité de cette langue, qui a longtemps été une langue écrite, une langue qui a toujours été une langue de littérature. C'est pas un argument généralisable, on peut très bien ne pas avoir de littérature, ça réduit en rien le statut de la langue, mais là on l'avait. Donc on pouvait argumenter ça face au pouvoir français qui disait oui mais nous avons une grande langue littéraire, on leur répondait bah oui, mais nous aussi. Et donc, il y a des gens qui ont résisté, qui avaient des arguments pour. Et puis finalement, l'énorme machinerie que l'État a mis pour empêcher les gens de parler cette langue et les convaincre d'en parler une autre, n'a pas bien marché, puisqu'encore aujourd'hui, plus de 200 ans après, il y a toujours des gens qui la parlent. Évidemment, ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont vieillissants, mais il y a encore des gens qui la parlent, des gens qui l'écrivent. On l'enseigne à l'école, grâce à la pression de la demande sociale et des mouvements militants. Et donc, j'ai essayé aussi de comprendre ça. Comment des gens peuvent réagir contre une politique linguistique d'État pour faire valoir la dignité de leur langue et leur droit à l'utiliser dans la vie en général, dans leur vie privée, dans l'éducation de leurs enfants, dans leurs activités culturelles. Et là aussi, ça pose des problèmes politiques. Par quelle voie les gens construisent et élaborent, font passer leurs revendications. Ça pose des problèmes sociaux. Comment est-ce que dans une société, il y a des contradictions de politique linguistique et comment les acteurs peuvent essayer de résister contre les institutions. Et puis, du coup, quels sont leurs arguments à eux, y compris sur le plan juridique, parce que quand on va chercher, évidemment il faut chercher parce qu'on ne nous le dit pas, et ça fait partie d'un plan politique clairement, dans les textes juridiques qui protègent les droits fondamentaux, on découvre assez vite qu'il y a des droits linguistiques fondamentaux et que ces droits linguistiques nous sont garantis comme étant inaliénables puisqu'ils sont fondamentaux, et que donc on doit pouvoir s'appuyer sur cet argument juridique et opposer cet argument juridique à d'autres arguments juridiques qui ne respectent pas les droits fondamentaux. Voilà comment j'ai essayé d'organiser mon travail. Alors ça va de l'enquête de terrain auprès des gens avec des entretiens, de l'observation pour écouter les gens parler, écouter ce qu'ils parlent, comment ils parlent, etc., à de l'analyse de corpus de courants militants, de corpus de l'État, des décisions des tribunaux, des programmes de l'éducation nationale, qui s'appelle justement nationale, des discours politiques, des hommes d'État, et puis des corpus juridiques, par exemple de textes internationaux, européens ou de l'ONU qui protègent les droits linguistiques.
linguistique. Donc voilà l'empan de mon travail, et voilà pourquoi, en cherchant tout ça, j'ai voulu répondre aux questions que je me pose depuis tout petit. Hein. En gros, il y a eu un déclencheur dans ma vie, ça compte quand même. C'est le jour où ma grand-mère, dont le provençal était la langue première, je lui pose la question. Elle avait décidé de me transmettre cette langue qu'elle n'avait pas transmise à ma mère. Hein, elle a réparé un peu l'absence de la transmission. Et donc un jour, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as parlé français à maman? Pourquoi tu lui as pas parlé provençal? Et elle m'a dit, c'est parce qu'on nous disait qu'il fallait pas, que c'était pas bien. À l'école, on nous punissait pour ça. Elle m'a raconté les punitions qu'elle a subies, qui étaient assez odieuses. Et elle a eu cette phrase, elle m'a dit, si on avait su, on les aurait pas crues. Et de là, je me suis dit, je vais essayer de comprendre pourquoi les gens les ont crus, et pourquoi ils ont, et comment ils peuvent avoir la possibilité de ne pas croire cette idéologie linguistique qu'on leur a mis dans la tête pour essayer de les obliger à changer de langue. Et dans vos travaux, est-ce que vous constatez où il y a des ponts qui sont possibles entre la situation des langues régionales de France, enfin de l'Hexagone, et la situation réunionnaise? Oui, bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure, je pense que c'est important de faire des comparaisons dans tous les cas, parce que si on s'enferme sur un seul terrain, on finit par produire des méthodes et même des théories qui sont limitées à la compréhension de ces terrains-là. Or, si on a une ambition scientifique, on doit pouvoir produire des outils transversaux, et donc il faut comparer avec d'autres terrains. Parmi les terrains évidemment intéressants depuis longtemps et encore aujourd'hui, il y a les parties de territoire français qui sont ce qu'on appelle les Outre-mer, dont la Réunion fait partie, et c'est intéressant de voir que c'est le même État qui applique la même politique, simplement qu'il l'applique avec un décalage à cause du changement de statut de ces territoires qui étaient des colonies, puis qui sont devenus des départements, alors que les parties de la France dites métropolitaines ou hexagonales ont été des départements dès la Révolution française, en n'oubliant pas que les départements ont été créés pour détruire les anciens territoires historiques et les sentiments d'appartenance à ces territoires historiques. Et donc, d'aller voir ce qui se passe à La Réunion, par exemple, puisque c'est un terrain auquel je m'intéresse avec fidélité depuis longtemps, ça permet de voir les points communs, c'est-à-dire ceux qui continuent, la même politique qui est mise en œuvre de la même façon, ce qui est en train de changer, y compris parce qu'on a un décalage de quelques décennies, et aussi de voir les spécificités. Hein. Le fait, par exemple, que le créole soit une langue issue du français, en partie, en grande partie, ça provoque des rapports à la langue française, y compris dans les pratiques, qui ne sont pas les mêmes que le provençal, qui est plus loin du français, mais qui est quand même une langue romane, et qui est différent aussi de la situation du breton, qui est une langue celtique, ou du basque, qui est une langue unique, qui sont encore plus éloignés du français. Le sentiment de proximité plus ou moins grande avec la langue officielle fait qu'on va s'en approcher, se l'approprier avec des modalités un peu différentes. Et ça, c'est intéressant à observer aussi. Après, les politiques d'État en France aujourd'hui, parce que presque tout est encore décidé à Paris. On est dans un pays extrêmement centralisé. Paris, à la rigueur, quand il s'intéresse aux langues dites régionales, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il les appelle comme ça, c'est un terme qui a été institutionnalisé par l'Éducation nationale dans les années 1960, il ne regarde que celle de la France métropolitaine, que j'aime pas appeler métropolitaine parce qu'il y a dans la notion de métropole une connotation de pouvoir qui me pose problème, vu depuis ici notamment, hein, mais bon. Et donc il parle des langues régionales comme le breton, le basque, peu importe, l'alsacien ou le catalan. Mais il ne va pas voir ce qui se passe outre-mer. Et donc souvent les discours c'est « oui mais aujourd'hui il n'y a plus que » dans le meilleur des cas, disent-ils, 5 ou 10% des gens qui parlent ces langues, la majorité sont passés au français, c'est plus vraiment un problème, les enfants grandissent tous en français, même quand ils grandissent bilingues, donc l'école n'a pas à se préoccuper de la langue familiale des enfants, puisqu'ils sont aussi francophones, etc. Alors, les zones d'outre-mer sont intéressantes, parce qu'on peut leur répondre, non mais vous vous trompez, c'est peut-être en partie vrai pour la France dite métropolitaine, encore qu'il y a des taux de pratique des langues régionales et des transmissions familiales qui sont bien plus élevés que ceux qui le disent. Un certain nombre d'enquêtes faites par des sociolinguistes l'ont montré. On a des zones où on est à 40-60% de gens qui parlent la langue régionale, et on a même dans les régions, par exemple la Bretagne où je vis et que je suis de très près, où on vous dit la transmission du breton s'est totalement arrêtée depuis les années 1950, et aujourd'hui les personnes qui parlent breton sont toutes des personnes qui ont plus de 60 ou 70 ans, et on ne parle plus breton dans les familles. Moi je peux contredire en disant je connais des familles où on continue à parler breton le dimanche quand on se réunit pour manger le repas de famille, donc c'est pas vrai. Mais surtout je leur dis, mais vous oubliez les Outre-mer, là ils sont dans la situation où nous étions nous,
et tant mieux pour eux de ce point de vue-là, 50 ou 60 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'eux, ils continuent à utiliser leur langue comme langue de la vie quotidienne. Eux, ils continuent à élever leurs enfants dans leur langue. Et leurs enfants, quand ils arrivent à l'école, mais ils sont peu ou pas francophones. Et donc, vous ne pouvez pas faire comme si le français était devenu la langue de tout le monde et comme si on était à situation d'égalité. Un enfant créolophone qui arrive à l'école où on enseigne en français, il est en situation défavorisée par rapport à un enfant qui a grandi en français, et si possible dans le français standard, c'est-à-dire en gros dans celui des classes privilégiées de la région parisienne. Et donc les Outre-mer, il faut y penser de façon encore plus vive. Vous ne pouvez pas faire comme si la situation était la même qu'en France métropolitaine, et vous ne pouvez pas faire comme si tout le monde était déjà uniformément francophone. Alors Philippe Blanchet, vous avez aussi créé un concept qui fait beaucoup de succès chez les étudiants. C'est le concept de glottophobie. Alors, qu'est-ce que c'est la glottophobie et en quoi cela pourrait nous concerner, nous? Alors oui, ce concept dont je suis ravi qu'il ait du succès, parce que quand j'ai formé le mot, on avait quelques doutes sur son côté un peu trop technique. Oui, il est même rentré dans le dictionnaire, le Robert, cette année, donc je suis ravi parce qu'il est fait pour circuler. J'ai formé ce mot avec l'idée qu'il fallait pouvoir rendre compte, avec un terme facilement identifiable, du fait qu'il y a des personnes ou des groupes de personnes qui subissent une stigmatisation, donc qui sont montrés du doigt de façon négative, ou qui subissent une discrimination, c'est-à-dire qu'on traite différemment et défavorablement par rapport aux autres, au prétexte de la langue que ces gens parlent. Que ça soit une langue différente de la langue attendue, de la langue institutionnelle, de la langue officielle, de la langue de prestige, ou que ça soit une variété de la langue attendue, mais ce n'est pas la même variété. Par exemple, ils vont parler un français méridional ou un français réunionnais en interlecte avec le créole. Et donc l'idée, c'est de dire... il existe des droits linguistiques fondamentaux. Normalement, toute personne a accès à toutes les ressources et à tous ses droits, quelle que soit la langue dans laquelle elle s'exprime. Tous les textes de protection des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, d'interdiction des discriminations le disent. Donc je pense qu'on peut considérer qu'il y a une forme de consensus, au moins juridique, mais s'il est juridique, c'est qu'il a été alimenté par un consensus social. Les gens étaient d'accord pour dire qu'il faut interdire ça. Donc ces droits existent, et de fait, il fallait pouvoir désigner le refus d'exercice de ces droits. Donc le traitement défavorable, différencié de personnes avec un prétexte linguistique. Je ne voulais pas utiliser la notion de discrimination linguistique parce que les gens croient que ce qu'on discrimine, c'est les langues. Les langues ne sont pas des sujets de droit, c'est des abstractions qui sont issues de nos pratiques sociales. C'est les personnes qui subissent, qui vivent la discrimination. Donc il fallait inventer un autre terme, et il fallait faire prendre conscience que c'est une discrimination comme les autres, qu'elle fait partie des mêmes textes qui interdisent les mêmes discriminations, que par exemple dans toutes les déclarations des droits de l'homme ou des droits de la personne, la langue est mise au même titre que l'origine, la prétendue race, les appartenances religieuses, politiques, etc. Et donc il fallait déporter la question du champ linguistique au champ finalement sociopolitique et juridique. Or il existait un paradigme qui est très utile et que les gens connaissent bien, avec xénophobie, judéophobie, islamophobie, récemment homophobie pour l'orientation sexuelle. Et du coup, j'ai réinséré ça dans ce paradigme. J'ai gardé phobie au sens sociologique de rejet. Et j'ai ajouté le terme qui désigne la langue, puisque ces termes-là sont construits sur des racines grecques. C'est glotto, comme dans polyglotte. Et voilà, donc glottophobie pour désigner ça. Et vous êtes concerné bien sûr, puisque j'ai même des témoignages ici à La Réunion, et d'ailleurs j'en ai observé, de gens à qui on refuse un accès à des droits, à qui on refuse un accès à un service public, à qui on refuse un accès à des ressources, à un emploi, au prétexte que ces gens ne parlent pas français comme on voudrait qu'ils le parlent, ou qu'ils parlent non pas français mais créole. Et c'est clairement... purement de la discrimination, quelle que soit la langue que parle la personne, elle a accès à ses droits. Et donc quand on me dit qu'une personne s'est faite raccrocher au nez par Pôle emploi parce qu'elle téléphonait en parlant créole, et on lui a dit parlez français et la personne a raccroché, quand je vois qu'au tribunal, un juge a récemment pris la décision de faire assister un prévenu créolophone d'un interprète en considérant que cette personne ne comprenait pas suffisamment le français, qu'elle n'était pas suffisamment à l'aise en français pour se défendre clairement. Je me dis, je pense à tous ceux à qui on n'a pas donné d'interprète, mais qui ne se sont pas bien défendus, qui n'ont pas bien compris ce qui se jouait, et peut-être des innocents qu'on a condamnés à cause de ça. L'histoire juridique française en est pleine, d'innocents condamnés pour des raisons linguistiques. Et donc là, vous êtes clairement concerné par des personnes qui sont discriminées, et d'une manière générale par l'ensemble des créolophones dont les droits fondamentaux ne sont pas reconnus
par l'État français, puisque la Réunion dépend de l'État français. Mais si on doit coupler avec le concept d'hégémonie, où, Oui. où les gens acceptent, les locuteurs acceptent qu'il y ait une langue qui soit plus valorisée, plus utile que l'autre, est-ce qu'on peut encore parler de glottophobie? Oui, parce que le fait que les gens aient accepté de renoncer à leurs droits fondamentaux ne veut pas dire que leurs droits fondamentaux n'existent plus. Leurs droits fondamentaux sont toujours là. Et même quand les gens acceptent d'être victimes de quelque chose, ça n'empêche pas qu'ils sont victimes. La deuxième chose, c'est justement la notion d'hégémonie nous aide à comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours. Une hégémonie, c'est une domination qu'on a rendue invisible. C'est-à-dire on a généralisé un discours qui fait croire aux gens que l'organisation sociale telle qu'elle est n'a pas d'alternative, qu'elle est normale et que de fait, il y a, par exemple, des langues supérieures et des langues inférieures. Des langues dans lesquelles on peut dire des choses, des langues dans lesquelles on ne peut pas les dire, et donc ça justifierait l'ordre social, en l'occurrence l'ordre socio-linguistique, mais il est aussi social, existant. Parce qu'évidemment, la langue dominante est la langue de certains à qui ça donne des privilèges, et la langue rejetée, c'est la langue des autres à qui qu'on met en situation d'être évidemment défavorablement traités. Et donc cette hégémonie, elle n'est pas un argument dès lors qu'il n'y a pas d'alternative. Si on dit aux gens, vous avez le choix entre deux systèmes, soit un système de hiérarchie, que les sociolinguistes appellent diglossie, avec une langue qui est considérée supérieure et la vôtre qui est considérée inférieure, ou un autre système où on considère que ces langues sont égalité et que vous pouvez tout faire dans ces deux langues, qu'est-ce que vous choisissez? Mais les gens, ils n'ont pas le choix. On les met en face d'un système, le seul, le premier que j'ai cité, en leur disant qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc, c'est normal que les gens, d'une certaine façon, acceptent. On a tout fait pour leur faire croire que c'était un bon système. Quand on prend les gens à l'école et que dès qu'ils sont à l'école, on met dans la tête d'enfants jeunes, malléables, qui, hélas, naïvement font confiance à ce qu'on leur dit, quand on leur dit que leur langue n'est pas une langue, que ce que parlent leurs parents, c'est pas bien, qu'il ferait mieux de parler français, que de toute façon le créole, finalement, c'est un mauvais français déformé, etc., ben évidemment, ils le croient. Et quand ils deviennent adultes, ils trouvent l'ordre sociolinguistique, entre guillemets, normal. Mais l'hégémonie, justement, ça montre qu'on est dans une domination. Ce n'est pas un choix démocratiquement consenti, c'est quelque chose qu'on a imposé aux gens de façon, d'une certaine façon, comment est-ce qu'on peut dire? C'est une forme de filouterie, quoi. Hein, voilà. De faire accepter aux gens leur domination en leur faisant croire qu'elle est normale et que ça ne peut pas être autrement. D'accord. Alors, vous allez faire bientôt, et on est ravis, merci en tout cas, une conférence à l'Université de La Réunion. Et le thème, c'est sur l'idéologie monolingue linguistique. En quelques mots, parce qu'on n'a pas le temps de faire toute la conférence malheureusement, de quoi vous allez parler lors de cette conférence? D'abord expliquer ce dont on parle quand on parle d'une idéologie linguistique. Parce que chez les linguistes en général, sociolinguistes ou autres, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé, mais avec des significations qui sont assez variables, y compris les sens un peu ordinaires que les gens donnent dans la société. En gros, l'idéologie, ça serait une forme de conviction politique. Je veux expliquer qu'on peut en faire un vrai concept scientifique avec des critères rigoureux pour dire c'est de l'idéologie ou ça en est pas. Donc moi, ma conception de l'idéologie, je l'emprunte à Gramsci, à qui j'emprunte aussi la notion d'hégémonie. Je vais expliquer ce que c'est que la définition d'une idéologie du point de vue de Gramsci et je vais montrer comment et pourquoi on peut considérer que la politique linguistique menée en France depuis la Révolution pour construire une unité qui est une forme d'unicité et d'homogénéité nationale relève d'une idéologie et non pas d'une véritable argumentation. C'est-à-dire on est dans la croyance. Hein. En gros, pour faire court aujourd'hui, une idéologie, ça fonctionne comme une croyance. C'est-à-dire les gens y croient et du coup, parce qu'ils y croient, on peut leur faire avaler, y compris les plus grosses couleuvres. Et donc l'idée, c'est de montrer que ça relève bien d'une idéologie, que c'est, il y a tout un appareil de texte, de corpus que j'ai étudié depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, par exemple des discours du président de la République, qui montrent qu'on est dans quelque chose qui relève plus d'un discours religieux que d'un discours rationnel, et qu'on est dans quelque chose qui relève davantage d'une forme d'identitarisme national que d'une réflexion posée sur ce qu'on peut faire de l'ensemble de nos ressources linguistiques partagées dans une société. Mais dans tous ces débats qui sont passionnants, il est quand même difficile, même en tant que sociolinguiste, d'être neutre. Quelle est, selon vous, quelle place doit avoir le chercheur dans tous ces débats? Et un chercheur en sociolinguistique
doit-il être forcément impliqué? Alors impliqué, oui, et je vais dire pourquoi, et de quelle façon. Impliqué, oui, parce que au fond, ce qu'on fait nous, c'est constater, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants pour poser un problème de recherche, une question de recherche. Je leur dis une problématique, c'est quoi? Une problématique, ça consiste à justifier qu'il existe un problème. Donc il faut pouvoir prouver l'existence d'un problème. Nous, nos recherches consistent à essayer de comprendre ce qui se joue dans la société à un endroit où il y a quelque chose qui ne va pas. Et on peut constater que ça ne va pas, soit parce qu'il y a des désaccords entre les gens, soit parce qu'il y a des tensions, des contradictions entre différentes mesures, différentes pratiques, différents avis. Quand on a identifié un problème et que dans ce problème il y a des enjeux éthiques, et je dis bien éthiques et pas politiques, par exemple il y a des inégalités, il y a des injustices, et qu'on a compris le processus par notre recherche, on ne peut pas rester non impliqué parce qu'on a le devoir, y compris éthique, de dire aux gens non mais attendez, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas à égalité, vous souffrez d'une injustice. On a fait des recherches, on peut vous expliquer ce qui est en train de se passer pour vous, et en vous donnant l'explication, on vous donne les éléments qui vont vous permettre éventuellement de transformer la situation pour faire, dans l'idéal, disparaître le problème. Par exemple, se mettre à traiter les gens de façon juste et égale au lieu de les traiter de façon injuste et inégale. Après, il y a quelques conditions à ça. Moi, je pose comme condition que la recherche doit être prioritaire. C'est-à-dire, d'abord, on est dans une démarche scientifique, et une fois qu'on a produit un certain nombre de résultats, on peut retourner dans le terrain social, parce qu'on travaille sur des questions humaines et sociales, et dire aux gens, voilà les choses, y compris dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux m'appuyer sur un corpus de textes juridiques qui eux-mêmes développent une éthique des relations humaines en disant, et là en prenant parti, il n'est pas juste de traiter les gens de façon inégale au prétexte de la langue que les gens parlent. Et ce n'est pas ma conviction à moi, ce n'est pas une conviction politique ou militante, c'est une conviction que je me forge par l'analyse raisonnée d'un corpus de textes qui pose les principes fondamentaux de fonctionnement des sociétés, auxquels nos sociétés ont souscrit, nos États les ont signés, souvent ratifiés ces textes, encore faudrait-il qu'ils les appliquent. Et donc je me réfère à ça, c'est-à-dire je dis par rapport aux principes fondamentaux de fonctionnement des sociétés auxquels nous souscrivons, il y a des choses qui ne vont pas, et je pense que ces choses-là ne sont pas acceptables et qu'il faut les transformer. Vous voyez, il y a une nuance entre cette forme d'implication et ce qui serait un engagement piloté par des convictions de type politique, y compris noblement politique. Un politique, ce n'est pas forcément négatif. Et on ferait une recherche qui servirait à défendre une position politique ou militante ou engagée, disons. Et là, on aurait un vrai problème parce qu'on aurait une inversion de l'ordre des priorités. Si on fait les choses dans le bon ordre et qu'on peut argumenter que ce n'est pas juste une conviction personnelle, mais qu'on se réfère à des corpus qu'on a analysés et qu'on peut donner à lire et à partager et à discuter, là du coup je pense qu'on peut tenir des positions, qu'on doit tenir des positions, parce qu'il y a aussi une question d'éthique. On ne peut pas faire de la recherche en sciences humaines et sociales, être chercheur du service public, c'est-à-dire au service du public, constater qu'il y a des choses qui ne vont pas, et rester les bras croisés en disant écoutez, moi j'ai vu que ça ne va pas, mais je ne vais pas vous en parler. Alors, et c'est ma dernière question. Dans ce domaine-là, c'est une réflexion, je partage tout avec vous. Dans ces domaines d'idéologie linguistique, de glottophobie, du coup, même en tant que chercheur, en tant que sociolinguiste, on ne peut pas rester neutre. De toute façon, on n'est jamais neutre. D'abord en sciences humaines et sociales, puisque nous sommes des humains qui vivons dans des sociétés, ça veut dire que ce que nous observons, ce que nous analysons, nous touche, nous concerne directement ou indirectement, mais nous concerne parce qu'on est concerné par les problèmes humains et sociaux. Donc je crois que la neutralité n'existe pas. Je pense qu'en partie, c'est vrai aussi d'ailleurs dans les sciences naturelles et formelles, parce que quand on voit mes collègues qui travaillent sur le changement climatique, ou sur la disparition des espèces vivantes, ou sur la multiplication de telles bactéries devenues résistantes aux antibiotiques, ils touchent à des problèmes effectifs, pardon, et on ne peut pas rester neutre devant ça parce qu'on est directement concerné. Je pense que ce qu'on peut pratiquer, c'est non pas une pseudo-neutralité qui finalement est une forme de naïveté dans le meilleur des cas ou de mensonge dans le pire des cas, de faire croire qu'on est neutre alors qu'on ne l'est pas. Ce qu'on doit faire, et moi je le fais, d'ailleurs on l'a encore fait dans cet exercice aujourd'hui, c'est de dire de quel point de vue on parle. Comme disait Bourdieu, d'objectiver sa subjectivité. Une fois que je vous ai dit, voilà mon histoire personnelle, voilà pourquoi je m'intéresse à ces questions, et voilà quels sont les référents éthiques
par rapport auquel je me prononce publiquement et je prends parti en disant « ça irait mieux si c'était comme ça », du genre « ça irait mieux si les enfants à l'école à La Réunion apprenaient à lire et à écrire en créole avant d'apprendre à lire et à écrire en français, parce qu'on apprend plus facilement et plus efficacement à lire et à écrire dans une langue qu'on parle déjà que dans une langue qu'on parle peu ou pas ». Je prends parti, mais je peux l'argumenter et les gens savent pourquoi je dis ça. Quel est mon point de vue? Ils pourront relativiser en disant oui, c'est parce qu'il est très focalisé sur ces questions, parce qu'il a telle histoire, mais du coup c'est honnête. Et les gens connaissant mon point de vue peuvent relativiser mon propos. Cela dit, en l'occurrence, le propos que je viens de tenir me semble ne pas être à relativiser parce qu'il est factuel. Mais en tout cas, ça peut relativiser mes positions. C'est ça que je veux dire. À partir de là, la question de la neutralité, pour moi, elle est résolue au sens où on dit qu'elle n'existe pas. La pire des choses, c'est de faire croire qu'on est dans une position de neutralité. La meilleure des choses, c'est d'expliciter sa subjectivité parce qu'elle est ineffaçable. On est des sujets humains, on a une expérience de vie, on a des relations aux autres, on vit dans le monde. Mais en l'ayant explicité, on a rétabli l'honnêteté plus que la neutralité dont on a besoin dans la relation avec les autres, y compris en tant que chercheur. Merci beaucoup Philippe Blanchet, et c'était ma dernière question. Nous nous arrêtons là aujourd'hui, donc je rappelle que nous venons à votre rencontre pour vous présenter nos travaux. Nous ne voulons pas rester seuls dans notre coin, et à travers ces causeries ou des sujets passionnants, parfois passionnés, mais très passionnants, nous souhaitons vous montrer à quel point la sociolinguistique a un rôle à jouer dans la société, et donc nous vous disons à la prochaine fois.